Matière à penser, Patrick Boucheron. Bonsoir, troisième soirée consacrée à Ailleurs, la Chine. Ailleurs, la Chine, j'ai toujours autant de mal à faire sentir le point d'interrogation. Et pourtant, c'est bien de cela dont il va s'agir ce soir avec Jean-François Billetter, qui est un spécialiste de la traduction, un spécialiste de la philosophie chinoise, de la calligraphie, un spécialiste au fond de notre rapport avec la Chine, qu'il décrit si bien comme lointaine, mais justement pas autre, c'est-à-dire c'est au fond une critique de ce grand autre que l'Occident construit face à lui et qui est dite avec dans une langue singulière et tout à fait originale. Bonsoir Jean-François Billetter. Bonsoir Patrick Boucheron. Est-ce que vous acceptez qu'on vous présente comme sinologue? Parce que depuis le début de la semaine, je ne parviens pas à avoir un invité qui reconnaisse au fond la légitimité de ce terme, la sinologie. J'assume tout à fait, je suis sinologue. Vous êtes sinologue. Oui, tout à fait. Vous avez voulu, et vous l'écrivez dans vos livres, dont la plupart sont publiés aux éditions Alia, on va y revenir. Le dernier s'appelle Demain l'Europe, qui vient de paraître en 2018, mais les autres sont plus spécifiquement consacrés à la Chine. Vous êtes intéressé, quand vous étiez jeune, au chinois, la langue chinoise, l'écriture chinoise, et à la Chine, mais vous dites bien que ce n'est pas la même chose, que ça aurait pu être différent, que vous auriez pu apprendre le chinois à Paris. C'est que j'ai commencé à Paris, et puis on m'a signalé que je pouvais tout aussi bien faire ça à Pékin, sinon mieux. Alors j'ai saisi la balle au bond et je suis parti pour Pékin, en 63. Et j'y ai fait 3 ans d'études. En septembre 63, vous prenez le train. Le transsibérien, oui. Oui. J'ai eu le sentiment d'être dans un roman de Jules Verne et de faire le tour du monde en 80 jours. Et vous parlez, c'est dans Une rencontre à Pékin, un magnifique livre dont d'ailleurs l'histoire de l'écriture, on va y venir, est très intéressante puisque le premier chapitre est ancien et la suite, vous l'avez au fond écrit bien plus tard. Vous dites que pour vous qui êtes né en Suisse, on pouvait pas aller plus loin en 1963. Non, parce qu'en Suisse, pas plus qu'ailleurs en Europe, on savait ce qui se passait en Chine. La Chine était fermée. En plus, elle faisait partie du bloc communiste. Elle faisait donc peur. Et effectivement, j'ai voulu prendre le large et on ne pouvait pas aller plus loin. Pas nécessairement en kilomètres, mais dans la géographie que les gens avaient dans l'esprit à l'époque. Et vous décrivez le voyage, donc le train que vous allez prendre à Moscou. Oui. À la gare Yaroslav, je me souviens très bien de ce moment. Je me souviens aussi très bien du moment, le passage de la Grande Muraille, qui se faisait autrement qu'aujourd'hui, et puis l'arrivée dans Pékin. C'était une aventure. Et vous le décrivez avec une émotion qui semble inentamée, Jean-François Billetter. Oui, et je retrouve maintenant, très souvent, au fond, le plus grand plaisir que je prends à la Chine aujourd'hui, c'est dans le souvenir des émerveillements que j'ai connus au début. Et que je ne connaîtrai plus. C'est-à-dire que pour vous, c'est définitivement perdu. C'est perdu. Et ce qu'il y a eu d'excitant, je le retrouve très bien dans ma mémoire et je sais très bien que ce profond étonnement, ce sentiment de découverte qui a duré longtemps pendant une grande partie de ma vie, je ne l'aurai plus. Mais ça ne fait rien. Enfin, c'est tant mieux, je dirais. J'ai dans ma mémoire tout ce qu'il me faut pour être heureux. Et en même temps, vous allez vers une Chine que vous décrivez dans un de vos livres les plus importants, peut-être, qui s'appelle Chine trois fois muette, oui. je peine à le dire, oui. Et qui est au fond un essai sur cette altérité ou cette distance temporelle, plus que... Non, je dirais le contraire, Patrick Boucheron, si vous permettez de vous contredire. Parce que cet ouvrage est fait de 2 essais. Et le premier essai vise à montrer que beaucoup de sinologues et d'historiens de la Chine contemporaine ont présenté la Chine comme ayant une histoire à part. Et j'ai voulu montrer que c'est pas une histoire à part, en tout cas à l'époque contemporaine, et que la Chine a été prise dans l'histoire générale et que c'est ainsi qu'il faut la comprendre. Dans le deuxième essai, par contre, j'ai esquissé une synthèse de ce qui me paraît être le propre de la Chine et qui est une tradition politique qui lui appartient et qui est différente de la nôtre. Voilà.
Et qui a à voir justement avec l'oubli, c'est-à-dire cette incapacité à se comprendre dans tous les sens du terme, puisque si la Chine est 3 fois muette, c'est sur son présent, c'est sur son histoire et sur son passé récent. Voilà, ça c'est dans le premier essai. Lorsque je parle de la Chine actuelle, qui vit sous le régime actuel, j'ai eu ce sentiment, enfin cette évidence, qu'elle ne nous parlait pas, et qu'elle ne nous parlait pas à cause d'une triple impasse. Le régime fait l'impasse sur sa propre histoire, sur l'histoire contemporaine de la Chine et sur son histoire dans son ensemble. Et ce triple mutisme, il s'est encore aggravé maintenant. Donc, de Chine ne nous vient rien qui soit intellectuellement intéressant. Ah, vous iriez jusque-là. Ah oui, absolument. Et donc, est-ce que pour vous... Je parle pas pour moi spécialiste, je parle pour l'opinion publique. D'accord. Oui. Et en même temps, il me semble que depuis votre thèse, on va en reparler, qui était une thèse de critique au fond de l'idée du lettré chinois tel que l'Occident a pu le rêver, puisque c'était une biographie d'un comment on peut dire d'un hérétique. Hein. Au fond, ce que vous critiquez, Jean-François Billetter, c'est cette idéalisation d'un grand autre que nous aurions à construire, nous Européens, nous Occidentaux, pour justement essentialiser la différence. Alors ça, c'est une problématique qui est venue après. À l'époque où j'ai fait cette thèse sur Li Zhe, un philosophe chinois mort en 1602, je n'avais pas du tout cette critique-là à l'esprit. Ce qui m'a intéressé, c'est de faire la biographie intellectuelle d'un individu, et d'un individu exceptionnel, d'un rebelle au fond, mais d'éclairer à travers le cas du rebelle la société de l'époque, donc de la fin des Ming. Li Zhe, philosophe maudit, 1527-1602, contribution à une sociologie du mandarinat chinois de la fin des Ming. Donc déjà, il y avait cette ambition de dire que, au fond, le néo-confucianisme du mandarinat chinois est d'abord, je dirais, une idéologie impériale. C'est-à-dire que ça se ramène à une histoire commune, qui est celle que, justement, vous théorisez dans Chine 3 fois muette, qui est l'histoire, en fait, de l'empire, l'histoire de la domination politique. Oui, et puis d'une tradition politique spécifique. Tout à fait. D'ailleurs, je découvre, au fond, a posteriori, que les choix que j'ai faits au fil de ma vie, dans le choix des sujets, a une certaine cohérence, parce que Zhuangzi est un penseur exceptionnel, qui a cessé d'être compris, à mon avis, sous l'Empire, et qu'il est intéressant de redécouvrir. Alors et pardon, excusez-moi, ça, c'est votre grand sujet, étude sur Zhuangzi. Donc là, on parle d'un philosophe qui est mort en 280. Voilà. Oui. Et là, Li Zhe, c'est effectivement un philosophe de 1602 après Jésus-Christ. Oui. Alors qui a mal supporté, qui a été obligé par les circonstances, sa famille a été ruinée. Et c'était une famille de commerçants. Pour sauver la famille, il a été obligé de se dévouer et de passer les examens mandarinaux et d'amorcer une carrière de fonctionnaire de l'État, de mandarin, donc de fonctionnaire. Et il a été extrêmement malheureux dans cette carrière. Il l'a supporté de moins en moins bien. Et son œuvre est sortie de cet inconfort et de ce sentiment de refus, au fond. Et donc, on a un cas exceptionnel, mais il me semble, enfin, vous avez lu cette thèse, vous confirmerez ou non, mais il me semble qu'à travers le cas d'un rebelle, on voit quand même très bien dans quel système il était enfermé. Voilà, c'est ça qui m'a intéressé comme historien, c'est-à-dire le portrait que vous brossez, Jean-François Billetter, d'un philosophe hérétique en rupture. On lui connaît deux livres, le livre à brûler, 1590, et le livre à cacher, 1599. Et c'est au fond... je disais une critique du mandarinat parce que on voit comment ce personnage en rupture qui écrit, qui se fait hérétique pour être digne du nom dont l'honneur est l'esso, nous dit tout de la société politique qu'il voulait fuir. Voilà. Mais Patrick Boucheron, vous parlez de critique du mandarinat, ça n'était pas tellement mon attitude. Au fond, j'étais beaucoup plus intéressé d'abord par le cas
particulier, et puis par une entreprise qui était au fond une entreprise d'historiens, enfin de jeunes historiens débutants, mais tout de même d'historiens. Et l'idée de critiquer le mandarinat, pourquoi pas, mais je n'étais pas dans la polémique. Ah, pas du tout, mais vous n'êtes pas dans la polémique, mais je ne peux pas ne pas relire aujourd'hui cette œuvre de jeunesse sans la mettre en rapport avec ce que vous avez fait de votre carrière, Jean-Françoe Billetter, parce que voilà, vous avez été professeur à l'université de Genève, voilà, spécialiste de la traduction de Chuang Tzu, on en a parlé, de la philosophie médiévale, et puis d'une certaine manière, je veux dire, il n'y a pas si longtemps, depuis 20 ans, vous avez largué les amarres, vous avez vous-même adopté une voie qui est une voie tout à fait singulière dans les études sinologiques. C'est-à-dire que j'ai quitté l'université. Vous avez quitté l'université. Pour enfin pouvoir me mettre au travail. Car tant que j'enseignais, il n'en était pas question. Et depuis lors, eh bien, je réalise peu à peu, parce que je suis lent, des travaux que j'avais en tête et que je souhaitais réaliser. Vous écrivez dans Un paradigme, qui est paru en 2012, je crois, chez Alia. J'ai passé la première partie de ma vie à essayer les idées des autres. Je me disais que je finirais par trouver celle qui me conviendrait, puis un jour, las de chercher, j'ai décidé de m'en tenir à ce que je pouvais observer par moi-même et de m'intéresser aux seuls problèmes que me posait ma propre expérience, même si elle me paraissait réduite. C'est de ça dont on parle. Alors, là, nous sortons de la sinologie, c'est-à-dire que des travaux que j'ai faits dans le domaine sinologique est sorti, au fond, une quête de mes propres idées. Et ce qui est intéressant, je crois, enfin, il me semble-t-il, c'est que dans mes travaux, au fond, j'ai été mis sur cette voie par certains de mes travaux sinologiques. C'est ça. Parce que si les travaux que j'ai publiés sur Zhuangzi ont une originalité, elle vient de ce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais au fond, de quoi parle-t-il? Et j'ai découvert qu'il parlait d'expériences que j'avais moi-même, ou qui m'étaient accessibles. Et que c'est faisant fond sur l'expérience dont il parlait et que je connaissais moi, que je l'ai traduit. Et cela aboutit à des traductions qui sont assez différentes de ce qu'on trouve habituellement chez les sinologues. Alors on va parler de la traduction parce que c'est évidemment un enjeu déterminant. Oui. Mais à partir de ce moment-là, vous écrivez à la première personne, Jean-François Billetter. C'est-à-dire que vous allez faire consonner cette expérience historique de la Chine ancienne avec... Je vous corrige Patrick Boucheron, je dirais pas tellement cela n'est pas partie de l'étude de l'histoire, mais surtout de l'étude des textes philosophiques du Zhuangzi. Oui. Parce qu'il m'est apparu que je les comprenais lorsque je me référais à ma propre expérience, mais cette propre expérience ensuite m'a intéressé de plus en plus. Et je me suis mis à l'étudier en écartant toute référence à la Chine. Mais donc il y a un enchaînement là. Je comprends. Vous voyez, je lisais dans votre thèse sur Nietzsche une sorte d'autobiographie voilée. Mais alors vous avez compris ce que je cherchais à faire. Alors vous me résistez. Mais enfin quand même, je fais une dernière tentative. Je vous en prie. Nietzsche entreprend donc une vie errante. Et puis il y a... Errante, je vous interromps. Errante parce que les fonctionnaires impériaux étaient déplacés comme le sont les diplomates aujourd'hui. C'est ça. Errante donc de ce point de vue-là. De ce point de vue-là, c'est pas du tout un poète maudit, c'est simplement un fonctionnaire, mais en rupture de banc à un moment donné. Alors obligé de suivre les règles de sa fonction, extrêmement malheureux, déplacé de poste en poste, et errant de ce point de vue-là. Et alors, je vous lis ce que dans justement son livre À cacher, il écrit de lui-même, et vous allez me dire si vous ne vous y retrouvez pas un peu quand même, Jean-François Billetter. Il est arrivé dans une sous-préfecture qui était administrée par quelqu'un qui considère être un imbécile, qui fait porter une invitation pour évidemment qu'il aille le voir, ce qui m'a évidemment obligé à lui envoyer une carte de visite en retour. Sur mon billet, je n'ai pas osé mettre votre collègue, c'eût été prétentieux, ni votre sujet, c'était trop me soumettre. J'ai cherché un instant et j'ai trouvé ces mots, l'étranger qui s'est arrêté là. C'est très beau. Au passage. Oui, c'est très beau et c'est très habile. Parce que c'était au fond un insoumis qui a été malheureux dans la carrière parce que au fond lui-même il était un insoumis. Et ça vient de son histoire personnelle. Et ce qui m'a intéressé justement, c'est de montrer que c'est une histoire personnelle et une histoire de son milieu d'origine aussi et de sa province d'origine qui ont fait de lui un insoumis. Et vous-même, vous allez à partir effectivement de votre retraite
de Genève, nouer l'histoire personnelle, y compris la plus intime, la plus amoureuse, une rencontre à Pékin et une autre Aurélia, parue en 2017 chez Alia, qui sont 2 livres absolument bouleversants, que je n'avais pas lus, je le reconnais, avant votre autre œuvre, mais dont on va parler maintenant, qui explique comment, au fond, tout se rassemble, Jean-François Billetter, dans cette nouvelle manière d'écrire de façon très singulière votre savoir en votre nom propre et en rupture avec la sinologie traditionnelle tout de même. Alors oui, là je parle, dans le premier de ces 2 volumes qui se complètent au fond, je parle de ce qui m'est arrivé pendant mes études à Pékin de 63 à 64, c'est-à-dire la rencontre de ma future épouse. Mais comme nous n'étions pas censés nous marier, ça a été une aventure assez rocambolesque, comme vous l'avez vu. Oui. Mais finalement, nous avons obtenu gain de cause et nous avons pu quitter la Chine mariés et ensuite passer 46 ans de vie commune heureuse. C'est un formidable récit d'aventure et d'initiation. Nous nous retrouvons donc à Pékin en 1963. Et c'est aussi une histoire d'un passé récent que vous découvrez après coup. Le premier rendez-vous au ravin des cerises, magnifiquement décrit. Vous apprendrez plus tard que déjà vous étiez surveillé. Mais oui, c'est un roman d'initiation parce que c'est au fond en sortant des clous que j'ai découvert le régime et la façon dont il fonctionnait. Parce que lorsqu'on était étudiant étranger, ou tout autre étranger à Pékin, on était préservé de cette connaissance. On était entouré de barrières invisibles qui vous empêchaient de comprendre comment fonctionnait la machine. Et moi, je suis tombé du bateau, si vous voulez, et j'ai appris comment fonctionne la machine. Et c'est aussi ça que je raconte. Vous racontez effectivement comment vous allez être confronté à ce régime dont vous n'allez pas beaucoup parler, au fond, durant votre carrière universitaire, Jean-François Billetter. Vous allez toujours refuser le rôle d'expert, au fond, de la Chine. Mais parce que je ne l'étais pas. D'autres faisaient ça, on peut pas tout faire. Oui. Et d'autres le faisant bien, j'ai considéré que ça n'était pas moi l'affaire. Mais j'ajoute une chose, c'est que lorsqu'on est professeur d'études chinoises à l'université de Genève, on est obligé d'avoir des rapports officiels avec la Chine officielle, et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Et quand on a de la famille en Chine, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Et donc, au fond, j'ai été soumis à distance à la censure chinoise de cette façon-là. Ce qui était le cas, et ce que raconte aussi une rencontre à Pékin, c'est donc ce premier chapitre, au fond, c'est une écriture privée, en somme. C'était au départ pour présenter à votre famille celle qui allait devenir votre femme, Wen. Non, je ne dirais pas cela. C'est une histoire qui est qui a été fondatrice évidemment dans ma vie et que j'ai toujours eu envie de raconter, mais pendant des dizaines d'années, je n'ai pas su comment m'y prendre. Et c'est au fond, c'est très tard que j'ai trouvé la formule, si vous voulez, le ton, la manière. Et une expérience extraordinaire, c'est que je me suis aperçu. Et puis aussi, j'avais peur aussi de mal me souvenir, parce qu'à l'époque, je n'avais pris aucune note. Et je craignais de mal me souvenir. Mais quand je me suis mis au travail, la mémoire s'est ravivée d'une façon extraordinaire. Et ce qu'il a fallu que je fasse, c'est d'éliminer beaucoup de souvenirs. C'est-à-dire que dans le récit tel qu'il est, il y a énormément de souvenirs de toutes sortes que j'aurais pu ajouter. J'aurais pu faire un livre beaucoup plus long, mais j'ai tenu à m'en tenir à l'essentiel. Là, il y avait un défi littéraire, au fond, que j'ai résolu à ma façon. C'est un livre qui est à la fois charmant et poignant parce que son deuxième chapitre retrouve, au fond, l'histoire des parents. Vos beaux-parents, les parents de Wen, qui ne devient accessible qu'à partir du moment où le frère aîné meurt. Oui. Et que le frère, le deuxième, se sont enfin libres de parler. Commence à raconter à raconter qui étaient les parents. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la première partie du livre suit le fil du temps. C'est mon temps à moi. Oui. Et lorsque je découvre le passé de mes beaux-parents, on remonte alors au début du siècle.
On va dans l'autre sens, on remonte dans l'histoire. Et le résultat, c'est que ce petit livre qui n'a l'air de rien embrasse au fond un siècle entier d'histoire chinoise. Oui, parce que au fond, cette histoire que vous ignoriez, mais oui, que tout à fait. toute la famille et que la femme elle-même et ignorait. Que votre femme ignorait. C'est le rôle de son père, de votre beau-père, donc, dans la Chine nationaliste, on va dire, des années 20 et 30. Et donc, c'est un pan de l'histoire chinoise qui s'ouvre, qui est préalable, effectivement, à celle maoïste que vous avez connue. Ah oui. Et qui est raconté au fond par la voix du petit frère qui finalement enfin, dit les choses. Frère, pour ma femme, c'était un frère aîné. Et je crois sans me vanter, que j'ai pu rendre cette histoire intelligible pour les lecteurs d'ici parce que j'ai enseigné l'histoire de Chine et que je suis donc capable de fournir discrètement, mais tout de même, le contexte historique de tout cela. Parce que si c'était raconté uniquement à la première personne sans le contexte du tout, ça devenait difficilement intelligible. Et là déjà, il y a cette manière de nouer une histoire familiale, une histoire émotionnel, et ce passé récent, muet, parce que là, cette Chine 3 fois muette dont vous parlez, Jean-François Billetter, elle était muette sur sa réalité politique, d'une dureté effrayante. Elle l'est de plus en plus. Elle l'est de plus en plus, mais aussi sur son passé récent. Mais oui. Et donc je puis dire que moi, je ne suis pas muet. Et vous n'êtes pas muet non plus sur la Chine ancienne. On va y revenir dans la deuxième partie de cette émission. Est-ce que vous diriez que, parce que c'est ça la difficulté du rapport des sinologues à ce passé très ancien qu'ils aiment, que vous aimez, parce que là on va en revenir sur la calligraphie, la traduction. Est-ce que vous diriez que les Chinois eux-mêmes ne comprennent pas leur histoire ? Ah non, je ne dirais pas ça. Mais alors, d'abord, les Chinois, il ne faut pas généraliser. Il faut que nous précisions de quels Chinois nous parlons. Si ce sont des historiens ou des gens cultivés ou des gens ou des paysans qui ont des souvenirs de récits traditionnels transmis par les conteurs. Enfin, il y a des rapports au passé très très différents. Et puis il faut aussi. Je ne faisais pas mienne cette assertion, mais j'avais l'impression que c'était aussi une sorte de maxime qui légitimait la sinologie occidentale, qui au fond veut croire que, pour des raisons politiques, les Chinois sont aujourd'hui séparés de leur passé ancien. Alors, là aussi, il faut préciser, actuellement, la situation est effrayante parce que la propagande du régime, qui est une espèce de gaz anesthésiant, inodore, mais extraordinairement efficace, est en train de créer une interruption de la transmission profonde. Et on a une jeune génération, sinon deux maintenant, qui sont d'une ignorance abyssale sur l'histoire du régime et sur l'histoire de la Chine en général. Il y a maintenant des jeunes gens qui ne savent même pas qu'il y a eu un massacre sur la place de Tiananmen en 89. Et donc là, on a un appareil de propagande d'une extraordinaire efficacité. Et c'est un phénomène effarant, et dangereux, et au fond du plus haut intérêt pour un historien de voir apparaître cela. Une histoire de mémoire et d'oubli, une histoire de mirage aussi du passé. Oui, un mirage terriblement indigent. Je dirais même pas de passé du tout. Vous écrivez par exemple dans toujours une rencontre à Pékin, parlant de ces années 60, quand vous revenez en France en 1966. Vous allez jusqu'à la mort de Mao, jusqu'en 76, vous ne revenez pas en Chine avec votre épouse, en tout cas. Oui, nous ne pouvions pas. Oui. Voilà. Et puis en même temps, c'est les années du maoïsme, donc en France, ça vous fait drôle. Certains croyaient participer à une réplique de la révolution culturelle, Mirage, en 68. L'année suivante, lorsque les gauchistes occupaient l'université de Kyoto, quelques-uns m'ont demandé si cela ressemblait à mai 68, autre mirage. Mais oui. Ça, c'est l'historien qui parle. J'ai vécu tout ça. Je le résume là, en quelques phrases. Oui.
France Culture, matière à penser, Patrick Boucheron. Toujours en compagnie de Jean-François Billetter qui vient de faire paraître aux éditions Alia demain l'Europe et reparaître un certain nombre de ces beaux livres sur la Chine. Vous êtes arrivé avec la sonate pour piano et violoncelle de Poulenc parce que vous vouliez faire rupture, dites-vous. Vous vouliez pas aller de la... Enfin, je ne sais pas si c'est un contraste, mais c'est une musique chinoise. C'est une musique... C'est une musique que j'aime, tout simplement. Vous racontez, d'ailleurs, dans une rencontre à Pékin, votre découverte de la musique chinoise, de l'opéra en particulier, puisque vous avez vu votre future femme à l'opéra, là encore. C'est tout à fait romanesque, mais à l'opéra de Pékin. Et alors là, vous n'y comprenez rien. Non, rien du tout, mais j'étais émerveillé par l'ambiance dans la salle, parce que c'était encore un art populaire à ce moment-là. Et l'ambiance. Alors vous décrivez les enfants qui courent, qui crient "ao ao" dès que quelque chose leur plaît. Oui, c'est ça. Enfin, c'est le public qui crie "ha ha", parce que le public au fond se désintéressait totalement de l'action qu'il connaissait par cœur et devenait attentif lorsqu'il y avait un air chanté. Et lorsque l'air était bien chanté, c'était ça qui les intéressait. Eh bien, ils criaient leur approbation. Ou ne la criaient pas. C'est ça. Alors, Jean-François Billetter, on parlait tout à l'heure de cette voix, justement, cette voix singulière que vous posez sur votre savoir et la manière dont, au fond, se noue cette connaissance profonde, intime, des textes, de la calligraphie, donc aussi des gestes, on va y revenir, du corps, et justement de votre expérience singulière, puisque vous avez décidé au fond de vous consacrer à ça. Je citais un paradigme de ce point de vue-là, et ça se noue dans ce que vous appelez dans ce livre bouleversant une autre Aurélia. Ça se noue dans l'émotion. Cette émotion, qui est celle, des notes reprises après la mort de votre femme, des notes d'un journal de deuil, en somme, on pourrait dire ça, d'un tombeau. Non, je préfère ne pas dire ça, parce que j'ai l'habitude de prendre des notes de toute façon. Et après la disparition de ma femme, j'ai continué, c'était mon habitude. Ça n'est pas un journal à proprement parler, et ça n'est pas un journal de deuil au sens où j'aurais entrepris quelque chose de nouveau à ce moment-là. Vous preniez des notes de toute façon. Mais voilà, de toute façon. Mais à un moment, vous vous êtes rendu compte quand même que ces notes rassemblées formaient un tombeau littéraire, et ça, vous ne refusez pas l'expression. Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire, à un certain moment, je me suis dit, tiens, ces notes pourraient intéresser d'autres personnes qui connaissent cette expérience ou d'autres personnes en général. Et donc, j'ai donc rassemblé dans mes carnets des notations qui avaient trait à cette expérience. Et l'importance de l'émotion, au fond, elle m'est apparue en faisant cela. Et il y a deux choses, moi, que j'ai trouvées bouleversantes dans ce livre, Jean-François Billetter. D'abord, c'est effectivement ce va-et-vient avec votre propre savoir. À un moment, vous dites, il y aura bientôt 4 ans, je me sens perdu, puis en fin d'après-midi se reforme en moi l'idée de la valeur de mon travail. Ah bon, vous avez trouvé cela. Je ne me souvenais pas avoir vu. Le 11 août. Ah oui. Se reforme en moi l'idée de la valeur de mon travail. Mais j'ai l'impression que vous êtes aussi dans une écriture et réécriture, que la forme brève, dense et très retenue sur le plan littéraire de vos magnifiques petits livres chez Alia permet et propose une réécriture au fond qui renoue et relie sans cesse justement cette forme retrouvée de votre travail. Mais Patrick Boucheron, j'ai 2 objections. D'abord, la brièveté, la concision des notes dans une autre Aurélia, c'est simplement la concision des notes que je prenais pour moi-même. C'est des notes que je prenais pour moi-même. Et donc, je n'avais aucune raison de les développer. Et je les ai prises telles quelles. Et j'ai gardé les dates pour qu'on se souvienne bien à tout moment que c'est du discontinu, c'est-à-dire que ce sont des notes qui ont été prises parfois à des jours, des semaines ou des mois de distance. Et je voulais que le lecteur garde ça à l'esprit. J'entends, mais en même temps, vous allez, sur cette émotion, vous allez effectivement la saisir du point de vue
corporelle, comme vous avez toujours saisi, au fond, par exemple, la calligraphie chinoise. Oui. Vous allez la traiter comme un doux séisme, c'est-à-dire comme un tremblement de terre qui peut avoir des effets positifs. Et là, vous êtes aidé à la fois par la poésie française, Nerval, et par la philosophie chinoise, qui va vous rappeler, notamment avec Chuang Tzu, ce que vous appelez la neutralité de l'émotion. Oui, qu'est-ce que c'est la neutralité de l'émotion chez Chuang Tzu? Alors, c'est d'abord une neutralité de l'émotion chez moi-même. J'ai découvert, pendant cette période extrêmement agitée, où l'émotion parfois me saisissait complètement, me renversait, me bouleversait, que j'avais une liberté. C'est que l'émotion, je pouvais l'interpréter de façon positive ou négative. Je pouvais au fond y mêler la plainte et la désolation, mais je pouvais aussi se dire au fond c'est un orage, c'est un phénomène naturel. Et j'avais cette liberté d'interpréter une émotion vécue dans un sens ou dans l'autre, d'où l'idée de la neutralité de l'émotion en elle-même. Et ça, c'est une découverte qui m'a beaucoup aidé, mais que je trouve aussi intéressante du point de vue philosophique. C'est-à-dire qu'elle est intéressante du point de vue philosophique, elle est intéressante du point de vue émotionnel et existentiel pour vous aujourd'hui, enfin au moment où vous l'éprouvez. Et puis elle donne une certaine autonomie, au fond, elle est un recours, elle vous empêche de sombrer tout à fait. C'est ça, vous dites à un moment, il faut agir plutôt que se plaindre, mais c'est pas simplement une manière de... c'est pas simplement une formule du bien-être. Non, c'est la découverte. C'est une sagesse profonde. Une sagesse, oui, c'est un terme vague. Moi, je dirais que c'est la découverte d'un mécanisme mental. Ah, vous dites même, à un moment donné, une loi. J'ai découvert ma loi. Oui, voilà. Il y a une loi sur laquelle qui permet d'agir sur soi-même. Et ça, quand même... Et ça marche à tout coup. À tout coup, vraiment? Ben oui. Donc c'est une règle. Voilà, et moi j'appelle ça une loi. Quand même un côté suisse, Jean-François Guiter. Vous cherchez quand même une rigueur, une précision, une exactitude, y compris dans la lecture des textes, parce que la neutralité de l'émotion, c'est aussi une des voies du Tao, dans Chuang Tzu. Je ne crois pas que j'ai jamais retrouvé cela précisément dans le Chuang Tzu. Je pense pas. Quand même, page 28 de vos leçons sur Chuang Tzu. Alors là, on parle des éditions Patrick Boucheron. Revues et corrigées en 2016, des leçons que vous avez prononcées au Collège de France en novembre 2000, d'ailleurs, à l'invitation de Pierre-Étienne Ville. Il y a cette fameuse scène du Chuang Tzu, où Confucius voit le nageur. Ah, oui. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler? Et il nage à contre-courant, on va dire, dans Non, Confucius visite des chutes. Au pied des chutes se trouve un lac, mais dont les eaux sont extrêmement agitées. Et à son grand étonnement, il voit un nageur au pied de la chute et dans ces eaux agitées, et il est convaincu que c'est quelqu'un qui est en train de se noyer ou qui veut se noyer, donc qui se suicide. Mais voilà qu'un peu plus loin, que le nageur se laisse entraîner par la rivière qui naît à cet endroit-là, et qui sort et qui chante sur la berge, les cheveux dénoués. Alors Confucius est complètement stupéfait. Il court ce qui n'est pas digne d'un maître. Il court vers ce nageur et l'interroge. Et lui dit, mais je croyais que vous étiez en train de suicider. Et puis alors le nageur lui fait un discours qui est très intéressant, un bref discours, mais très intéressant, en lui disant, mais non, je sais tellement m'adapter au mouvement des eaux que je ne crains rien et que je suis à l'aise. C'est-à-dire que à la fois il va s'adapter à la nature, aux données. Il obéit à la nature, tout en étant absolument spontané, écrivez-vous. Alors spontané, oui, mais parce qu'il obéit à l'eau. Voilà. Et donc il se met quand même dans un courant, une émotion qui, au fond, pourrait être dangereuse, mais qui le sauve. Alors, l'idée qu'il y a en filigrane, si vous voulez, dans cette histoire merveilleuse, autre chose de plus profond, et qu'on peut considérer que les mouvements emportés de l'eau sont
ont une signification plus profonde, qui pourrait être justement les émotions que l'on a en soi, qui peuvent vous emporter ou vous désespérer, mais que l'on peut aussi accepter. Et du moment qu'on les accepte, cela change le rapport à l'émotion et vous sauve. Et il y a un autre texte que je cite plus loin, je ne sais plus très bien, dans les études, qui, à mon avis, indique que c'était ça, au fond, le sens profond de cette histoire. Parce que dans une autre histoire qui fait écho à l'histoire du plongeur, cela ressort assez précisément. Alors, ça m'intéresse aussi ce passage, Jean-François Billetter. Donc l'homme répondit, je suis né dans ces collines et je me suis senti chez moi, voilà le donné. J'ai grandi dans l'eau et je m'y suis peu à peu senti à l'aise, voilà le naturel. J'ignore pourquoi j'agis comme je le fais, voilà la nécessité. Sauf que là, je ne parle pas chinois, je le lis dans votre traduction. Et donc là, il y a cette question de la traduction. Cette question essentielle sur laquelle vous êtes revenu et qui met en jeu justement votre critique de l'altérité, votre critique au fond d'une sinologie qui va, on va dire, accuser l'écart. Donc là, on a quand même un bon exemple parce que vous le reprenez dans contre François Julien, qui est comment on va traduire cette question de Confucius au nageur, qui est quel est le Tao de la nage, d'accord ? Voilà. Oui. Alors là, vous allez à rebours de toutes les traductions, on va dire, opacifiantes. Conventionnelles. Quelle est la voie de la nage, quel est le procès de la nage, etc. Et vous dites, non, de toute façon, Tao, de toute façon, c'est un mot tellement... Voilà, c'est un mot commun. C'est un mot commun, donc on va l'adapter au contexte. Et donc Confucius dit, quelle est ta manière de nager ? Mais voilà. Ta technique de nage. Ben voilà. C'est l'un des principes de méthode que j'ai formulé dans Contre François Julien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attacher aux mots, il faut s'attacher aux phrases. Et si possible, non seulement aux phrases, mais au texte entier. Et que c'est à partir de là qu'il faut comprendre et ensuite traduire selon ce qu'on a compris. Or, quand on a compris que le texte relate une expérience que l'on connaît par ailleurs... Et qui est commune. Alors on peut faire fond sur la connaissance qu'on a soi-même de cette expérience et traduire scrupuleusement bien sûr, mais quand même traduire à partir de là. C'est-à-dire prendre des libertés avec les traductions conventionnelles pour exprimer exactement ce qu'on estime avoir été exprimé dans le texte. Et là, on est au cœur de votre méthode, Jean-François Billetter, qui est, il faut rappeler aussi votre grand livre « Essai sur l'art chinois de l'écriture et ses fondements », qui mêle la calligraphie, effectivement, dans une histoire globale du geste, de l'attitude corporelle, de l'émotion. Aussi, qui ramène à une expérience commune. Votre méthode, le cœur de votre méthode, c'est de ne pas traduire là quel est le Tao de la nage, mais comment tu nages. Mais oui, tout simplement. D'ailleurs, quand on parle le chinois, on sait très bien qu'on s'exprimerait comme ça. Pour vouloir dire comment fais-tu pour nager ainsi, on pourrait utiliser le mot ta, en tout cas à l'époque ancienne. Donc il faut se sentir libre. Quand on a soi-même l'usage actif de la langue, on sait très bien ce qu'on en fait pour exprimer telle et telle chose. Et donc quand on entre dans un texte, il faut se rendre compte qu'on a affaire à quelqu'un qui s'exprime librement au moyen d'une langue qui lui est familière pour dire telle et telle chose. Oui, mais là... ce qui m'intéresse, c'est la chose. Oui, mais là vous vous attaquez au mot, enfin au fétiche le mot d'exportation de la sagesse chinoise dans le monde, le Tao. Voilà. Et l'une des grandes critiques que je fais à une grande partie de la sinologie, c'est d'avoir créé par de fausses traductions, l'illusion qu'on a affaire à un autre monde. Et qu'au fond, c'est à cause de ces fausses traductions qui se sont institutionnalisées qu'on a construit une Chine autre et de plus en plus difficile à comprendre. De même que, par exemple, si on mettait, si on essentialisait, dites-vous, la grâce. Voilà. La grâce, on le dit de plein de manières. On dit, tiens, j'ai fait ça grâce à toi, mais c'est pas la même que la grâce qui nous tombe du ciel. Enfin, ça, c'est la polysémie des mots qui est commune à toutes les langues. Et il faut en tenir compte, il faut admettre qu'en Chine, la polysémie est tout aussi grande que dans notre propre langue. Mais à propos du recours à l'expérience pour bien traduire, c'est quelque chose que j'ai aussi repris dans mes essais sur la poésie chinoise classique. C'est la même chose.
Oui. Donc au total, oui. Jean-François Billiter, vous avez pris le train en septembre 1963. Vous avez été au plus loin que vous pouviez aller oui. en tant que vous étiez suisse et que c'était un pays communiste et que ça déplaisait à votre père, etc. Et vous avez effectivement, de ce voyage, vous êtes revenu avec une science immense et respectée. Oh non, elle était... Mais non. Mais de ce voyage, d'une manière générale. Ah, bon, oui. De cette, pas seulement de ces 3 ans. Non, pas de ces 3 ans, mais au total, votre savoir sur la Chine, c'est un savoir positif, mais vous avez aussi appris beaucoup sur vous-même et sur l'Europe. Ah bah oui, bien sûr. Bien sûr. Je dirais que même la Chine a fait de moi un Européen convaincu. Alors, d'où racontez-nous ça, parce que ça c'est le dernier livre, Demain l'Europe, ultimement. Voilà, parce qu'aujourd'hui la Chine devient une menace par sa politique d'influence, de pénétration, de division de l'Europe. Et je me dis, un sinologue comme moi n'a plus rien à dire et ne peut plus rien faire du côté chinois. La priorité des priorités maintenant, c'est de réfléchir à l'Europe et à son avenir. Et ma conviction que j'exprime dans ce petit livre, c'est que le fond du problème, le fond de la crise au fond, dans laquelle nous sommes entre Européens, c'est l'absence de projet. Au fond, comme je le dis, les Européens ne savent plus ce qu'ils veulent. Alors que les Chinois savent très bien ce qu'ils veulent. Extrêmement bien. En tout cas, le régime chinois. Et donc, savoir ce que nous voulons, c'est une question qu'il faut poser. Et à mon avis, c'est une question qui mène à une interrogation fondamentale d'ordre philosophique, finalement. C'est ce que j'essaye d'exprimer dans ce petit livre, qui a juste la longueur du manifeste du Parti communiste de Marx et d'Engels, mais qui répond à une situation tout à fait différente. Demain l'Europe. Demain l'Europe. Merci Jean-François Billiter.